Et pour finir, juste, c'est un peu dommage qu'on ne parle pas de l'étude danoise sur le port du masque. De quoi ? L'étude danoise sur le port du masque qui a été refusée de publier. Elle a été publiée dans un petit journal, mais les grands journaux qui ont publié l'affaire, les études sur la chloroquine, etc. J'ai vaguement entendu parler de ça, oui, effectivement. Voilà, il suffit de taper sur les moteurs de recherche, études danoises sur le masque, sur le port du masque, et on a les trucs. Bon, après il faut le traduire, parce que c'est en anglais, mais c'est très intéressant. Et en fait, on se rend compte, excusez-moi du peu, c'est que le port du masque, il sert à rien. Voilà. Avec cette étude-là, qui est une étude randomisée, etc., qui est faite dans les règles de l'art, et que surprise, les journaux, les publications, ceux qui publient normalement les études scientifiques refusent de la publier, et que la plupart de la presse internationale refuse d'en parler. Voilà. Ça aussi, vous pourriez faire quelque chose, parce que c'est quand même assez intéressant, et ce refus de communiquer sur cette étude-là qui est faite dans les règles de l'art. Quand vous avez un médecin, faut qu'on trouve le temps de regarder. Je vous garantis rien parce que on est un peu surchargé de boulot en ce moment, mais faut effectivement qu'on trouve le temps de regarder. Juste pour vous dire aussi que il y a des parents d'élèves qui sont mobilisés depuis la semaine dernière justement par rapport au port du masque dans les écoles et qui s'inquiètent notamment avec l'arrivée de la chaleur de la santé de leurs enfants. Alors non pas d'attraper les maladies à cause du masque, mais chacun a vu, quand il fait plus de 30 degrés, porter un masque, c'est pas forcément agréable. Et les enfants le portent beaucoup, finalement, ce masque, contrairement à nous qui sommes privilégiés. Oui, moi j'en fais partie, de ces parents-là. Et moi-même, j'ai développé un herpès, à cause de ça. Voilà. Oui. Ok. Il y a, je vois qu'il y a Libération qui traite dans un check news cette étude danoise. Une récente étude danoise démontre-t-elle l'inutilité des masques? À lire. Voilà. On pourra peut-être en faire quelque chose. Vous pourrez toujours demander au docteur de l'ARS ce qu'il en pense. On a un docteur qui arrive juste après vous, là, normalement. Je vous remercie. On va refaire un débat, François Chiez, face peut-être au docteur de Chazourne ou un autre du collectif. C'est en train de se mettre en place début décembre, normalement. Ok, je affaire à suivre. Merci Christophe. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bruno est en ligne. Oui, bonjour Bruno. On va l'écouter. Bonjour. Oui, c'est Bruno Bourgeot du collectif, bien sûr. Comment allez-vous tous? Ça va bien. Merci. On peut attraper un herpès avec le masque. On peut en tout cas favoriser les surinfections des lésions herpétiques avec le masque. Donc la poussée d'herpès en elle-même, elle est on en a déjà de l'herpès et en fait d'origine psychologique, et donc effectivement si on a une poussée d'herpès pour des raisons X ou Y, si on macère ça sous un masque, ça favorise les surinfections. Voilà, encore faut-il porter le masque quand même assez longtemps pour que ça macère, comme vous dites. C'est-à-dire qu'en fait on doit le porter 4 heures de suite, 2 fois par jour. Donc effectivement dans ces conditions-là, ça favorise. Avec la transpiration. Bruno, j'entendais, je sais plus qui disait c'était à Saint-André qu'il y avait eu la polémique. J'entendais quelqu'un dire mais c'est Joël Bédier qui le disait, que les gens étaient obligés de porter 3 masques par jour en continu, mais c'est pas vrai. Il y a des gens effectivement qui sont obligés de porter les masques toute la journée. Je pense aux caissières ou aux caissiers de magasins, je pense aux marmailles, mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de porter le masque ad vitam aeternam de 8h à quand on rentre à la maison, qu'on est tout seul. 20h, moi je pense même que les caissières, les hôtesses de caisse des supermarchés n'ont vraiment pas besoin de porter le masque, puisqu'en principe elles ont des vitrines de protection. Oui, mais elles sont obligées de porter le masque. Oui, c'est pas une question de besoin, là, c'est le règlement intérieur. Eh bien, il n'y a pas le besoin de porter le masque puisqu'elles ont des vitrines, et pourtant elles portent le masque parce qu'on leur impose de le faire. Voilà, on peut le voir comme ça. Donc c'est pour enchaîner sur ce que je vais dire. Bruno, pour finir sur le masque, je rappelle quand même que c'est une idée reçue qui est tenace. Le masque, il n'est pas fait spécialement pour se protéger, mais pour protéger les autres de nos expulsions de. Voilà, vous avez tout à fait raison. Donc on va revenir très rapidement sur l'étude danoise. Donc effectivement, l'étude danoise, c'est 6024 Danois qui ont été testés. Donc 2 groupes ont été testés, et puis on a regardé ce qu'ils devenaient vis-à-vis de la protection vis-à-vis de la Covid. Et effectivement, ça n'a montré aucune protection, le fait qu'on porte un masque. Donc le masque, c'est pour non pas se protéger soi, mais c'est pour protéger les autres de nos postillons. C'est essentiellement ça. Voilà. Donc, effectivement, demander le port du masque pour éviter la Covid, c'est une stupidité. Comme l'a dit d'ailleurs il y a 1 mois et demi à la télévision
mon confrère, le docteur Bernard-Alex Gahuzer, qui avait dit porter le masque ne sert à rien, porter le masque en extérieur ne sert à rien. Un mois plus tard, Bernard-Alex Gahuzer dit qu'il faut porter le masque en extérieur parce que le préfet Jacques Billon, qui est son supérieur hiérarchique en médecine, comme chacun sait, a dit qu'il fallait le porter. Donc c'est une restriction des libertés, de même que toujours le même Bernard-Alex Gahuzer, à la télévision la semaine dernière, à la question de vos confrères d'Antenne Réunion, qui disait si vous voyez un cluster, si vous voyez un mariage dans lequel personne ne porte le masque, qu'est-ce qu'il faut faire? Bernard-Alex Gahuzer, sans aucune vergogne, dit eh bien il faut les dénoncer. Alors, je sais bien qu'on est en guerre, puisque Macron a dit qu'on était en guerre. Donc, effectivement, on est en guerre et on est en 1940, puisqu'il faut dénoncer ceux qui ne pratiquent pas Enfin, c'est invraisemblable. Bref, c'est tout ça pour vouloir en venir là où je veux en venir, c'est-à-dire la sécurité globale. Alors, si on est dans une atmosphère policière telle que Bernard-Alex Gahuzer la démontre, eh bien, effectivement, la manifestation qui a lieu au Trocadéro le 21, la signature des 33 souteneurs, personnalités souteneuses de Macron parues dans Huffington Post le 22 montre bien que nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans un état policier. Je vous donne quelques exemples. Voilà, Cédric Villani, Lilian Thuram, des gens qu'on connaît bien, Costa Gavras, etc., Ariane Mnouchkine. Donc c'est le projet Sécurité globale et séparatiste qui est devenu loi confortant les principes républicains. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du langage politiquement correct. Font reculer les libertés, laisser faire cette atteinte à nos libertés et à nos droits, écrivent les 33, c'est installer ce dont l'extrême droite néofasciste rêve, un État autoritaire où l'État de droit devient un État policier, criminalisant les mobilisations de la société et certaines revendications populaires. Et ils s'en prennent aussi aux journalistes. Donc moi, je profite de l'audience que vous me donnez ici en ce moment pour dire aux journalistes réunionnais, à l'ensemble de la corporation journalistique réunionnaise, ne participez pas à cette dérive autoritaire, autocratique de la démocratie française qui va bien, profitant de la crise de la Covid, pour restreindre de plus en plus nos libertés, faisant passer des lois en catimini avec une Assemblée nationale faite de députés godillots. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de journalistes, que ce soit à La Réunion ou en métropole, qui soutiennent cette loi. Écoutez, je suis heureux de vous l'entendre dire, mon cher Antoine, ça me fait bien plaisir. Vous avez vu toutes les rédactions, c'est simple, ça va de RTL Paris à... Ça me fait bien plaisir que vous vous avanciez comme ça, que vous preniez position, parce qu'enfin les journalistes prennent position et ne sont pas simplement des compilateurs et des enregistreurs, des caisses enregistreuses de gouvernement français. Je vous rappelle que toutes les lois qui sont passées actuellement sont passées dans un conseil de sécurité qui a lieu dans une obscure salle de l'Élysée, qui sont présentées à l'Assemblée nationale où on sait que le résultat va être positif puisque les députés godillots vont le faire. Donc la seule instance qui reste encore un tout petit peu résistante, c'est le Sénat, mais le Sénat de toute façon n'a pas la parole en dernier recours. En tout cas, pas sur cette loi, le Sénat, puisque je vous rappelle, Bruno, que cette loi qui est passée il y a 2 jours, qui a été votée il y a 2 jours à l'Assemblée nationale, a été votée non seulement par les députés LREM, mais aussi par les députés LR et RN. Donc, on imagine, comme le Sénat est à majorité LR, me semble-t-il, on imagine que ça passera forcément au Sénat. Voilà. Donc nous sommes bien dans un État policier et les lois, cette loi liberticide, il y en a une qui me débecte. On pourrait nuancer quand même, parce que l'État policier ne nous permettrait pas de débattre à l'antenne, cher Bruno. Oui, mais ça va pas durer longtemps, vous allez voir. En tout cas, moi je suis menacé par l'ordre des médecins. C'est vous dire à quel point. Ça veut dire à quel point on est. Pourtant, je ne renie pas mes confrères. Je dis simplement que tel ou tel a dit ceci, ce qui est la vérité. Donc le fait que le répéter ne fait que dire la vérité. Dire la vérité, si dire la vérité, c'est effectivement passible de cour martiale, ou enfin j'exagère dans le terme, mais de passage devant le Conseil de l'ordre, quitte à retirer mon activité médicale, c'est proprement scandaleux, et je ne fais que dire la vérité puisque je ne vais que sur les sites où je suis en ce moment devant Huffington Post, et le HuffPost dit voilà ceci, moi je ne vais pas voir les conspirateurs. Et d'ailleurs quand on me traite après de complotiste, je rigole bien, car en fait le complotiste c'est qui ? C'est celui qui va dénoncer des complots, ça n'est pas celui qui va en faire. Or les complots ils existent, et ceux qui font les complots ce sont les comploteurs. Donc si les complotistes sont là pour dénoncer les comploteurs, moi je veux bien être un complotiste. Mais à ce moment-là, moi je traite le gouvernement de comploteur. Donc je reviens là-dessus. Le gouvernement est en train de faire passer des lois proprement scandaleuses sur le plan du respect des libertés au motif de la Covid.
Et c'est cette loi, et en particulier l'article 24 dans lequel on n'a plus le droit de filmer les policiers, en fait, on a le droit de les filmer, mais il faut les flouter. Autrement dit, le policier, maintenant, il a toute liberté pour faire ce qu'il veut, puisque c'est flouté, on ne saura pas qui c'est. En revanche, oui, il ne sera pas menacé dans son existence de tous les jours, parce qu'il aura tapé à grands coups de tatane un manifestant par terre, ou fait un croche-pied à une manifestante, comme on l'a vu faire il y a quelques mois. Donc si effectivement ceci doit passer, eh bien c'est la porte ouverte à l'État policier. Je suis obligé de le dire, Antoine, donc je le dis par précaution, si vous voulez. C'est pour dire, voilà la population, voilà ce qui nous attend et ce qui est en train de se dérouler. Simplement, voilà, êtes-vous surpris, Bruno, parce que pour tout vous dire, je me suis mis ce week-end, j'ai regardé un documentaire des frères Nadeau que vous connaissez sûrement, qui ont fait ce fameux documentaire sur le 11 septembre et qui sont attaqués aux attentats de Paris. Le documentaire il est en 3 parties. Il s'appelle Fluctuat nec mergitur, donc c'est qui est excellent d'ailleurs. Ouais. Je vous avoue que j'ai attendu de nombreuses années avant de me remettre là-dedans, parce que bon, voilà. Et souvenez-vous, Bruno, la loi d'exception, les lois d'exception qui ont été prises après les attentats 2015 à Paris, Charlie Hebdo et le 13 novembre, sont devenues des lois communes, finalement. Oui, vous voulez en venir. On part d'un événement pour faire des lois qui correspondent peut-être pas forcément au contexte quelques années après. Oui, je vois toujours pas où vous voulez en venir. Vous voulez dire que les lois prises, les règlements, les décrets pris à l'époque de Charlie Hebdo, de l'année 2015, sont toujours en vigueur et c'était déjà des décrets liberticides, c'est ce que vous voulez dire. C'est un peu ça. D'accord. Bruno, on doit conclure. Donc parfois, ce que je veux dire, c'est que parfois on se sert d'un contexte, qu'il soit sanitaire ou sécuritaire ou n'importe quoi, que ça soit en France ou dans d'autres pays. Et on ne peut pas revenir en arrière. Et est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ça, c'est la grande question. C'est ça la question, en fait. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas revenir en arrière? Théoriquement, on devrait pouvoir revenir en arrière. On en débattra une autre fois. Merci pour votre éclairage, Bruno, voilà, en tout cas. On doit faire la pause. C'est effectivement un éclairage, Yannick. Oui, tout à fait. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir, Bruno. On va un peu plus clair.